Le palais de justice de Marseille se dressait comme une forteresse de pierre et de silence, indifférent au drame humain qui se jouait dans ses murs. L'air y était lourd, chargé de l'odeur de la cire, du papier ancien et des espoirs déçus. Dans la grande salle d'audience, les colonnes de marbre semblaient des sentinelles glaciales observant la scène, et les boiseries sombres absorbaient la lumière, ne laissant qu'une pénombre solennelle. Au milieu des bancs du public, une mère et sa fille de 10 ans formaient un îlot de chaleur fragile dans cet océan de froideur institutionnelle. Serrées l'une contre l'autre, elles attendaient, le souffle court, que la justice des hommes rende un verdict qui avait déjà le goût amer de l'inévitable. Chaque tic-tac de l'horloge murale semblait marteler un peu plus fort la certitude d'une fin tragique pour leur famille. Dans le box des accusés, Alain paraissait plus vieux que ses 40 ans. Son uniforme de détenu, trop grand pour lui, pendait sur une silhouette amaigrie par des mois de détention provisoire. Son visage était creusé, ses yeux cernés de fatigue, mais au fond de ses prunelles, une étincelle de dignité refusait de s'éteindre. Il ne regardait ni le juge, ni les jurés, ni même la procureure qui avait bâti sa carrière sur sa chute. Son regard était ancré sur sa femme et sa fille, Léa. Toute sa posture trahissait une résignation douloureuse, non pas pour son propre sort, mais pour l'impuissance terrible de ne pouvoir les protéger de la honte et de la douleur que ce procès leur infligeait. Il était un homme simple, un ouvrier du bâtiment dont les mains calleuses n'avaient jamais fait de mal à personne, et pourtant il était là, traité comme un monstre. La voix du juge éleva, monotone et détachée, rompant le silence oppressant. Chaque mot était prononcé avec une précision chirurgicale, une formalité qui rendait l'injustice encore plus cruelle. Il résuma les faits, les accusations, les délibérations, puis le verdict tomba, net et sans appel. Au nom du peuple français, la Cour déclare l'accusé, Alain, coupable. Un souffle d'effroi parcourut la salle. Le juge poursuivit, imperturbable, prononçant la sentence qui allait sceller leur destin. 20 ans de réclusion criminelle. Le son sembla se distordre, le temps se figer. Le sanglot longtemps contenu de sa femme éclata, un son brisé et déchirant. Alain, lui, ne s'effondra pas. Il encaissa le coup, ses épaules s'affaissant juste un peu, comme si le poids du monde venait de s'abattre sur lui pour de bon. Alors que les gardes s'approchaient, leurs pas lourds résonnant sur le parquet ciré, le regard d'Alain chercha une dernière fois celui de sa fille. Léa ne pleurait pas. Ses grands yeux bruns, d'une maturité troublante pour son âge, étaient fixés sur son père avec une intensité farouche, un mélange de douleur et de défi. Dans ce regard, il n'y avait pas de condamnation, seulement une promesse silencieuse, une foi inébranlable que personne dans cette salle ne pouvait comprendre. C'est une image que l'on ne devrait jamais avoir à supporter, celle d'un héros innocent, traité en criminel sous les yeux de son enfant. Des injustices comme celle-ci se produisent dans l'ombre. Et si vous pensez que ces récits doivent être mis en lumière, votre abonnement est le souffle qui nous aide à continuer de leur donner une voix. Les portes du palais de justice se refermèrent derrière elles avec un bruit sourd et définitif, les abandonnant au silence glacial de la rue. Dans la voiture, sur le chemin du retour, pas un mot ne fut échangé. Le poids de ces 20 années à Venirès était installé entre la mère et la fille. Une présence tangible et suffocante qui rendait l'air irrespirable. Léa ne pleurait pas, elle regardait les rues de Marseille défiler à travers la vitre, les visages des passants, leur vie qui continuait comme si de rien n'était. Une froideur était emparée d'elle, une sorte de calme étrange qui gelait ses larmes avant même qu'elles ne se forment. Était la naissance d'une résolution, une graine de colère plantée dans le sol dévasté de son cœur d'enfant. En arrivant devant leur petit immeuble, les regards des voisins étaient comme des pierres, lourds de pitié et de jugement. Dans le silence de sa chambre, cette nuit-là, les souvenirs affluèrent, non pas comme une douce nostalgie, mais comme des fantômes d'un bonheur perdu. Elle se revit dans le parc, quelques années plus tôt, le soleil de fin d'après-midi dorant les feuilles des platanes. Son père courait à côté de son petit vélo, ses grandes mains calleuses tenant fermement la selle pour l'empêcher de tomber.
Regarde droit devant, ma chérie, n'aie pas peur, je suis là, lui disait-il, sa voix un mélange de rire et d'encouragement. Elle se souvenait de l'odeur de l'herbe coupée, du sentiment de vertige et de triomphe quand il avait finalement lâché prise et qu'elle avait pédalé seule sur quelques mètres, vacillante mais libre. Était cet homme-là, l'homme des rires et des mains rassurantes, qu'on venait de traiter comme un monstre. La réalité du présent était bien plus cruelle que n'importe quel cauchemar. À l'école, les couloirs étaient devenus des champs de mines. Les chuchotements s'arrêtaient sur son passage. Les rires se figeaient. Ses anciennes amies, elles, évitaient, leur mère leur ayant sans doute interdit de fréquenter la fille du criminel. Un jour, elle trouva le mot « assassin » griffonné à la craie sur leur porte d'entrée. Sa mère l'effaça en silence, ses épaules voûtées sous le poids de cette nouvelle humiliation. Léa endurait tout sans un mot, construisant autour d'elle une forteresse invisible. La douleur de l'injustice était une brûlure constante, un feu qui la consumait de l'intérieur, mais qui, paradoxalement, forgeait en elle une volonté de faire qu'elle ne soupçonnait pas encore. Sa mère, quant à elle, semblait se briser un peu plus chaque jour. Elle avait pris un deuxième travail de nettoyage la nuit pour payer les frais d'avocat qui s'accumulaient, une dette absurde pour défendre un innocent. Léa la voyait rentrer aux aurores, le visage marqué par la fatigue, les yeux rougis. Parfois, la nuit, elle l'entendait pleurer doucement dans la cuisine, des sanglots étouffés pour ne pas réveiller sa fille. Elle regardait sa mère épuisée, se battre contre un système qui les avait déjà broyés, et elle sentait une rage impuissante monter en elle. Voir la personne qui est censée vous protéger s'effondrer est une épreuve terrible. C'est pour des familles comme la leur que nous devons continuer à raconter ces histoires, et votre soutien en vous abonnant nous donne la force de ne jamais abandonner. Un après-midi pluvieux, cherchant désespérément un lien, une relique de la vie d'avant, Léa monta au grenier. L'odeur de la poussière et du bois ancien flottait dans l'air. Dans un coin, sous une vieille couverture, elle trouva une boîte en carton remplie des affaires de son père. Des outils usés, des photos de famille aux couleurs passées, des carnets de chantier, et tout au fond, enveloppé dans un chiffon, un vieux téléphone portable, son écran fissuré comme une toile d'araignée. Elle le prit dans ses mains. L'objet était froid, inerte, mais pour elle, était comme tenir un fragment de âme de son père. Était un vestige d'un monde où ils étaient encore heureux, un monde où son père était juste son père, pas un numéro de matricule. Le téléphone ne s'allumait pas, sa batterie était morte depuis longtemps. Léa se souvint alors de M. Dubois, leur voisin du rez-de-chaussée, un électricien à la retraite qui passait ses journées à réparer de vieux appareils électroniques dans son atelier improvisé. Était un homme bourru, solitaire, mais qui avait toujours eu un mot gentil pour elle. Le cœur battant, elle descendit frapper à sa porte. Quand il ouvrit, elle lui tendit le téléphone d'une main tremblante, sans oser prononcer un mot. Il la regarda, puis l'objet, son visage ridé se plissant de concentration. Il hésita un instant, conscient de la situation de la famille, puis son regard s'adoucit en voyant la lueur de supplique dans les yeux de l'enfant. Il hocha la tête et prit le téléphone. « Laisse-le-moi, petite, je vais voir ce que je peux faire. » Les jours qui suivirent furent une torture d'attente et d'espérance fragile. Chaque après-midi en rentrant de l'école, Léa passait devant l'atelier de M. Dubois. Par la porte entr'ouverte, elle l'apercevait, penchée sur son établi au milieu d'un enchevêtrement de fils et de circuits, une loupe vissée sur l'œil. Il lui faisait un petit signe de la main, parfois un sourire fatigué, mais secouait la tête. « C'est plus compliqué que prévu. La batterie est fichue et la connectique est endommagée, » lui expliqua-t-il un soir. L'espoir de Léa s'amenuisait un peu plus chaque jour, comme une bougie vacillant dans un courant d'air. Ce téléphone était son dernier filin la reliant à son père, et elle sentait ce fil s'effilocher dangereusement, menaçant de la laisser seule dans le vide. Puis, un soir, alors qu'elle avait presque abandonné, M. Dubois l'appela. « Viens voir ça. » Sur l'établi, le petit écran du téléphone était allumé, une lueur bleutée et miraculeuse dans la pénombre de l'atelier.
Un cri de joie étranglé échappa de la gorge de Léa. Monsieur Dubois avait réussi à le brancher directement à une alimentation. Ensemble, ils commencèrent à naviguer dans les menus. Ils ouvrirent la galerie de photos. Des images d'un bonheur simple et révolu défilèrent. Léa soufflant ses bougies d'anniversaire, Alain la portant sur ses épaules à la plage. Un selfie maladroit de ses parents s'embrassant. Chaque photo était un coup de poignard doux, amer, un rappel de tout ce qui leur avait été volé. Au milieu des clichés, son doigt s'arrêta sur une icône inhabituelle. Un fichier vidéo dont le nom N était qu'une suite de caractères incompréhensibles. Elle essaya de l'ouvrir, mais un message d'erreur s'afficha. Fichier corrompu. Son cœur, qui battait si fort quelques secondes plus tôt, se serra. Monsieur Dubois examina le problème, son front plissé. « Ça, c'est une autre paire de manches, ma petite. Récupérer un fichier endommagé, c'est de la haute voltige. Il y a très peu de chances que ça marche, mais Léa ne voulait rien entendre. Une intuition puissante, irrationnelle, lui disait que ce fichier était important. Elle supplia le vieil homme d'essayer, ses yeux brillants d'une nouvelle intensité. Pendant 2 jours entiers, M. Dubois travailla sans relâche, marmonnant des termes techniques que Léa ne comprenait pas. Il souda, tapa des lignes de code sur un vieil ordinateur et jura plus d'une fois contre la technologie. Léa resta à ses côtés, silencieuse et attentive. Enfin, le 3e jour, il se redressa, poussa un long soupir et se tourna vers elle, le visage pâle. « Je crois que je l'ai. » Il cliqua sur l'icône, et cette fois, la vidéo se lança. L'image était tremblante, le son saturé par le vent. On y voyait une route de campagne, de la fumée et une voiture en flammes encastrée contre un arbre. Puis une silhouette apparut, courant vers le brasier. C était son père. Sans hésiter, il plongea dans l'habitacle et en ressortit quelques secondes plus tard, portant une femme inanimée dans ses bras, juste avant que la voiture n'explose dans une boule de feu. Léa regarda la scène, le souffle coupé, son esprit luttant pour comprendre. Elle demanda à M. Dubois de repasser la vidéo, encore et encore. Elle zooma sur le visage de la femme que son père venait de sauver. Et là, elle la reconnut. Elle l'avait vue des dizaines de fois dans les journaux et à la télévision au cours des derniers mois. C'était une image qui avait hanté leur vie, le visage d'une des personnes qui détenaient leur destin entre leurs mains. C'était, sans l'ombre d'un doute, elle, épouse du juge qui venait de condamner son père à passer le reste de sa vie en prison. La vérité la frappa avec la violence d'un choc physique, une révélation si monstrueuse et si ironique qu'elle semblait irréelle. Un tourbillon d'émotions la submergea. Le choc, la colère, puis une clarté fulgurante. Le désespoir qui l'avait rongé pendant des mois s'évapora, remplacé par une énergie nouvelle, une rage froide et déterminée. Ce N était plus seulement une question d'innocence. Son père N était pas seulement innocent, il était un héros. Et l'homme qui l'avait condamné lui devait la vie de sa propre femme. Dans ses petites mains, ce vieux téléphone cassé N était plus une simple relique du passé. C était une arme. C était la clé de la liberté de son père et la preuve de la faillite d'un système entier. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne se sentait plus petite ni impuissante. Elle était la gardienne d'une vérité qui pouvait tout changer. Voir une enfant trouver en elle une telle force rappelle que le courage n'a pas de âge. Si vous croyez aussi au pouvoir de ces histoires, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à continuer de les porter au grand jour. Avec le téléphone de son père serré dans sa main comme une arme sacrée, Léa ne retourna pas chez elle. Elle courut à travers les rues de Marseille, ses petites jambes la portant avec une énergie née du désespoir et d'une nouvelle certitude féroce. Elle ne sentait ni le froid du vent, ni la brûlure dans ses poumons. Elle ne voyait que la silhouette imposante du palais de justice qui se dessinait à nouveau devant elle. Sans hésiter, elle gravit les marches de pierre, poussa les lourdes portes et fit irruption dans une salle d'audience où un autre procès était déjà en cours. Le silence se fit instantanément. Tous les regards se tournèrent vers cet enfant essoufflé, aux cheveux en désordre, qui se tenait au milieu de l'allée centrale. Sa voix, bien que tremblante,
résonna avec une clarté surprenante. « Mon père est innocent, et j'ai la preuve. » La procureure Isabelle, qui assistait au nouveau procès, se leva d'un bond, son visage une masque de fureur et de panique. « Sécurité, faites sortir cet enfant immédiatement !» cria-t-elle, sa voix stridente brisant le respect solennel du lieu. Des gardes commencèrent à s'avancer vers Léa, mais une autre voix, grave et puissante, les arrêta net. « Halte ! C. était le juge, le même homme qui avait condamné son père. Il était descendu de son estrade, son visage habituellement impassible, trahissant une curiosité mêlée d'une étrange lueur d'humanité. Il fixa Léa, non pas comme une intruse, mais comme si, pour la première fois, il voyait au-delà des dossiers et des procédures. Contre tout protocole, contre toute logique, il ordonna « Laissez-la parler » et apportez ce qu'il faut pour projeter le contenu de ce téléphone. Un silence de plomb s'installa, rompu seulement par le cliquetis des câbles qu'un greffier connectait à un grand écran mural. La procureure Isabelle protestait, invoquant des vices de procédure. Mais le juge l'ignora superbement, son attention entièrement absorbée par la petite fille et le vieil appareil. Léa, guidée par le greffier, retrouva le fichier vidéo. Son doigt tremblait en appuyant sur l'icône de lecture. L'écran s'illumina. L'image était de mauvaise qualité, tremblante, le son saturé par le vent, mais ce qu'elle montrait était d'une clarté effroyable. Une voiture en flammes, la fumée noire et s'élevant dans un ciel de campagne. Puis, une silhouette courant vers le brasier. La silhouette d'Alain. La salle entière retint son souffle, les murmures s'éteignirent, laissant place à une fascination horrifiée. La vidéo se déroula dans un silence absolu. On vit Alain, sans une seconde d'hésitation, s'arracher à la sécurité pour plonger dans l'habitacle infernal. Quelques secondes plus tard, il en ressortait, titubant, portant une femme inanimée dans ses bras, juste avant que la voiture n'explose dans une boule de feu assourdissante. La caméra amateur zooma maladroitement sur le visage de la femme sauvée, un visage que le juge connaissait mieux que le sien. C. était son épouse. Un hoquet étranglé cesse échappa de la gorge du magistrat. Son visage devint livide. La procureure Isabelle s'affaissa sur son banc, vaincue. Le juge se leva lentement, sa toge noire semblant soudain trop lourde pour ses épaules. Sa voix, lorsqu'il parla, elle n'était plus celle de la justice, mais celle d'un homme brisé. Il ne s'adressa pas à la cour, ni aux jurés, mais directement à Alain, qui venait d'être ramené dans le box, abasourdi. « Monsieur Alain », commença le juge, la voix tremblante d'une émotion qui fendait son armure d'autorité. « Au nom de l'État et en mon nom personnel, je vous présente mes plus profondes excuses. Vous n'êtes pas seulement un homme innocent, vous êtes un héros. Et ce tribunal, vous dois une dette que des mots ne sauraient jamais rembourser. » Il marqua une pause, avalant difficilement sa salive. « Vous êtes libre. » Puis, se tournant vers la procureure, son regard dur comme l'acier. « Quant à vous, madame, vous êtes en état d'arrestation. » Alors que les gardes changèrent de cible, Léa se précipita en avant, courant vers son père. Au milieu du chaos, leurs bras se refermèrent l'un sur l'autre, un père et sa fille réunis par une vérité qui avait enfin trouvé sa voie. Votre soutien est essentiel pour que de telles histoires, où le courage triomphe de l'injustice, puissent continuer à être racontées. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. Les portes du palais de justice s'ouvrirent cette fois, non pas sur le silence glacial de la honte, mais sur un tumulte de flashs et de micros tendus. Alain, un bras protecteur autour des épaules de Léa, cligna des yeux, ébloui par une lumière qui n'était plus celle, crue, d'une cellule, mais celle, chaleureuse, de la reconnaissance publique. L'histoire de son innocence et de son héroïsme, portée par la vidéo tremblante d'un vieux téléphone, avait fait le tour du pays en quelques heures. Il n'était plus le paria, mais le symbole d'une justice rendue contre toute attente. Le retour à la maison fut surréaliste. Les voisins qui les avaient jadis regardés avec mépris applaudissaient maintenant à leurs fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, l'air de leur petit appartement ne sentit plus le désespoir, mais le parfum doux et entêtant de la liberté retrouvée.
L'onde de choc de l'affaire Alain dépassa rapidement les murs du tribunal de Marseille. Le scandale de la procureure Isabelle, combiné au courage d'une enfant de 10 ans, força une prise de conscience nationale sur les failles du système judiciaire. Une commission d'enquête parlementaire fut créée, menant à une réforme profonde des procédures d'instruction et à la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes d'erreurs judiciaires. Profondément marqué et hanté par le mal qu'il avait failli commettre, le juge annonça sa retraite anticipée. Loin de se retirer dans l'ombre, il utilisa sa fortune personnelle et son influence pour créer une fondation dédiée à la défense des innocents, transformant sa culpabilité en une mission de vie, une quête acharnée pour que plus jamais une famille n'ait à endurer ce qu'il avait infligé à celle d'Alain. Quelques années plus tard, la vie avait repris ses droits, plus belle et plus forte qu'avant. Avec une partie des dédommagements versés par elle, État, Alain avait monté sa propre petite entreprise de bâtiment, ses mains calleuses construisant désormais le futur de sa famille. Ils avaient déménagé dans une petite maison avec un jardin, un lieu où les rires de Léa pouvaient résonner sans crainte du jugement des autres. L'ancien juge était devenu un visiteur régulier, un ami improbable de la famille. Entre lui et Léa S. était tissé un lien unique, celui d'un mentor et d'une élève, unis par une histoire qui les avait brisés puis reconstruits. Il n'était plus l'homme de loi distant, mais un grand-père de cœur qui regardait avec une fierté infinie la jeune fille qu'il avait failli détruire, grandir et épanouir. 10 ans étaient écoulés. Léa, devenue une jeune femme éloquente et déterminée, se tenait à la tribune d'une conférence organisée par la Fondation. Au premier rang, son père et l'ancien juge, elle, écoutaient, les yeux brillants d'émotion. Sa voix était ferme, portant le poids de son histoire sans jamais fléchir. Elle parlait de vérité, de courage et de la fragilité de la justice des hommes. Son récit, comme tant d'autres que nous nous efforçons de partager ici, est un rappel puissant que derrière chaque dossier se trouve une vie humaine. C'est pour cela que votre soutien, par un simple abonnement, est si précieux. Il nous permet de continuer à être les témoins de ces combats. Elle conclut son discours, son regard trouvant celui de son père dans la salle. On nous apprend que la justice est faite de lois, mais j'ai appris qu'elle est avant tout faite de courage. Et parfois, le plus grand des courages se trouve dans le plus petit des cœurs.